la société Peugeot est une société familiale. Peu de gens savent que Peugeot est une structure uniquement familiale. Au début de ma carrière, j'ai été impressionné par Roland Peugeot, le patron de la marque. L'union qui existe entre l'entreprise et la famille qui l'anime est un gage de pérennité, de stabilité, de passage des mauvais moments tout à fait exceptionnel. Nous sommes ici devant le musée de l'aventure Peugeot. C'est l'endroit, cette région qui est le berceau de ma famille, la Franche-Comté. L'automobile n'a pas été le début de l'activité de Peugeot, car en fait au début du 19e siècle, dès 1810, mes ancêtres ont débuté une activité à partir de l'acier qui a permis de fabriquer de nombreux outils. Alors les outils, ce sont des moulins à poivre, il y en a toujours aujourd'hui, mais ce sont aussi des scies, des sabres, des crinolines qui équipaient les femmes sous Napoléon III, des lames de rasoir, bref, tout un ensemble d'outils à partir de l'acier. L'histoire des automobiles Peugeot commence par une brouille. Dans cette lignée d'industriels et d'agriculteurs implantés en Franche-Comté depuis le XVe siècle, le seul à croire en ce jour de 1896 à l'avenir de ce mode de locomotion qu'est l'automobile est Armand Peugeot. Il a d'ailleurs déjà fabriqué pour l'exposition universelle de 1889 le premier tricycle Serpollet Peugeot à vapeur. Et en 1891, un quadricycle à gasoline de sa conception a accompli le parcours entre Valentinier, l'usine familiale, et Brest, soit 2000 km, à plus de 14 km/h de moyenne. En 1892, Armand réussit à vendre 29 voitures. Pour le reste de cette famille protestante, l'aventure automobile ne justifie pas que l'on investisse autant d'énergie et d'argent. Dans cette région assez laborieuse, où les gens sont des gens qui travaillent, qui à la fois sont agriculteurs et en même temps viennent à l'usine, l'automobile au début, ça n'est pas du tout une chose dans l'esprit sérieux justement, c'est un peu une aventure. Et Armand Peugeot, en réalité, c'est un ingénieur, il est centralien, mais il est très aventurier et l'automobile pour lui, c'est une passion que ses cousins ne partagent pas forcément complètement parce que ils y voient un aspect passionnel, mais peut-être un aspect un petit peu aventureux, justement. Armand Peugeot continue donc seul dans son rêve de voiture, capable de rouler sans la traction du cheval. Il a de la suite dans les idées et crée la société automobile Peugeot à Audincourt, dans le Doubs, loin du berceau natal. En 1905, Armand Peugeot présente le clou de sa production, la Peugeot Bébé. Cette voiture, premier best-seller de la marque, contribue à lancer la société. Je suis dans une petite voiture qui s'appelait la Bébé Peugeot. Alors, cette voiture, assez modeste, il faut bien le dire, est une voiture qui a été dessinée et conçue par un grand nom d'automobile dont on a plutôt le souvenir lié à des grandes voitures. C'est Ettore Bugatti, qui en réalité était un voisin ici tout près, au sud de l'Alsace, et qui a donc designé pour Peugeot cette Bébé Peugeot. Pendant que les premiers bolides d'Armand Peugeot sortent victorieux d'épreuves internationales, les cousins Peugeot, emmenés par Eugène, conscients d'avoir raté le coche, tentent de se rapprocher d'Armand. Eugène Peugeot et ses fils sont loin d'être des gens bornés. Ils se lancent aussi parallèlement avec un accord avec Armand dans l'automobile. Pendant 5 ans,
Une véritable concurrence oppose donc Automobile Peugeot d'Armand Peugeot et Peugeot Frères dirigé par Eugène Peugeot. Mais lorsque Eugène décède en 1910, l'heure de la réconciliation sonne et les deux sociétés fusionnent. C'est le véritable début de l'aventure avec la création de la Société des automobiles et cycles Peugeot. La direction en est confiée à Robert Peugeot, le deuxième fils d'Eugène. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes fabriquent des obus et des baïonnettes. À cette époque, Robert Peugeot envoie l'un de ses ingénieurs à Détroit, aux États-Unis, étudier les méthodes de production chez General Motors et Ford. Dès 1919, Peugeot fait sensation en présentant la première voiture légère et populaire, la fameuse quadrillette. Les ateliers sont transformés en véritables usines. Désormais, chez Peugeot, on fabrique les voitures à la chaîne. La quadrillette rencontre un prodigieux succès puisqu'elle sera produite à 12 305 exemplaires. Le lion qui figure à l'avant des produits et des automobiles Peugeot n'est pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, le lion de Belfort. C'est un lion qui est un dépôt, un brevet déposé en 1855, donc bien avant l'automobile, et qui caractérisait les qualités des produits en acier fabriqués par Peugeot, et notamment les qualités des scies, à savoir très précisément la souplesse de la lame, la résistance des dents et en définitive la rapidité de la coupe. Donc tout ce qui symbolise finalement les qualités et les performances du lion. Et ce brevet, bien sûr, est resté valable et toujours utilisé aujourd'hui, puisque finalement le lion c'est un très bon symbole pour toute forme de produit, y compris automobile. Alors, le volant est à droite sur ces anciennes voitures, parce qu'à l'époque des chevaux, des calèches, les cochers étaient à droite, toujours à droite. Pourquoi ils étaient à droite? Parce que souvent les cochers, eh bien, ils voyaient pas très clair, il n'y avait pas d'éclairage, et ils se guidaient surtout sur le fossé, sur les fossés des routes. Et à un moment donné, donc, les constructeurs d'automobiles anciennes, comme ça, ont dit on va conserver cet avantage. Et ils se sont rendus compte, tout de suite après le début du siècle, puisqu'on se croise, la voiture est à droite, l'autre voiture est à droite de son côté, eh bien on va déplacer les directions, au lieu de la laisser à droite, on va la mettre à gauche. Et c'est comme ça que c'est parti. La voiture ancienne, ça implique des obligations. Obligations de prudence, d'anticipation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, en dehors de l'éclairage à alcool ou à acétylène. Des freins, n'en parlons pas, il n'y en a pas devant, il n'y en a qu'à l'arrière. Et c'est quand même un véhicule qui roule à 70 km/h. Peugeot continue à rationaliser son outil de production à Sochaux et produit à la fois des voitures de petite et moyenne catégorie et des voitures plus haut de gamme. Le véritable événement dans l'histoire de la marque, qui correspond à l'audace des années folles, est le lancement de la 201. Robert Peugeot, depuis la fusion familiale en 1910, a finalement dirigé la société et la famille, entre les deux guerres notamment. Et il a, je crois, anticipé peut-être la crise des années 30 avec ce véhicule, la 201, qui finalement a permis à la société de passer la crise assez bien, car c'était une voiture à la fois confortable et familiale, mais quand même très économique, avec des roues avant indépendantes. Et cette voiture est vraiment le symbole de cette nouvelle appellation, la série 2, commence par la série 2, nouvelle appellation à 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est la taille, le dernier chiffre, c'est la génération, et puis il y a le 0 au milieu. Le 0 qui n'a pas été créé, comme certains le disent, pour mettre le trou de la manivelle. C'est arrivé par la suite, mais c'était un hasard. Le 0, simplement, il est au milieu. Alors, lorsque Porsche a voulu créer une voiture mythique, au départ, ils avaient envisagé de l'appeler 901. Nous les avons contactés et un petit dialogue a finalement abouti au fait que cette 901 s'est appelée 911. Robuste, économique, 1 sou le kilomètre, la 201 va donner naissance à une lignée de voitures modernes, les 301, 601, 401, 402, 302 et 202. Le personnage clé de l'époque, le chef de la famille, c'est Robert Peugeot. C'est lui qui crée le premier réseau Peugeot en France.
Ce centralien fait d'une PME régionale une grande firme nationale. C'est aussi lui qui introduit quelques nouveautés comme le toit ouvrant ou le diesel. Robert Peugeot connaît un règne aux commandes de l'entreprise particulièrement long, puisqu'il la dirige de 1910 à 1941. Peugeot innove en mettant en application la notion d'aérodynamisme pour combler une clientèle de plus en plus éprise de vitesse. Dans les années 30, les Peugeot 201 et 301 s'illustrent successivement dans le Tour de France automobile, le Rallye de Monte-Carlo, avant de participer en 1938 aux 24 heures du Mans. En 1934, la firme au Lyon innove en présentant pour la première fois un toit escamotable sur châssis 401. Ce sera l'Eclipse. Je suis au volant d'une voiture assez extraordinaire, la 401 Eclipse. Eclipse parce qu'elle est munie d'un toit escamotable, rétractable dans le coffre. Cette voiture a été conçue par nous-mêmes avec le carrossier Georges Paulin. Et c'est une voiture que le musée Sochaux a restaurée avec tous les corps de métier, que ce soit des motoristes, selliers, tauliers, carrossiers, bref, c'est tout l'ensemble des corps de métier qui nous permet de remettre au goût du jour cette voiture parfaitement restaurée. C'est une voiture qui a eu aussi une carrière médiatique, puisqu'elle a figuré dans le film de Marcel Pagnol, Le Spoons, avec un acteur au rire inimitable que je n'essaierai pas d'imiter, Fernandel. Et puis c'est une voiture qui préfigure les 206 ou 307 ou même 207 coupé cabriolet d'aujourd'hui que la marque Peugeot a relancé. Je vous propose d'ailleurs de vous montrer le fonctionnement de ce mécanisme assez extraordinaire pour l'époque, il faut bien le dire. Georges Paulin, le designer, réalise cette carrosserie spéciale avec une ligne avant-gardiste qui vaut à cette voiture de remporter le Grand Prix de l'élégance à Monaco en 1935. Il ne reste plus en France et dans le monde que 2 exemplaires d'Eclipse et leur prix est inestimable. Symbole de toute une époque, la ligne aérodynamique va marquer la conception des Peugeot jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec l'un des modèles les plus élégants de la marque, la 402. Caractérisée par sa ligne fuseau Sochaux, elle intègre une calandre en forme d'écu chromé qui abrite les phares derrière sa grille. Peugeot produit alors 50 000 voitures, soit le quart de la production nationale. Mais hélas, la guerre qui s'annonce va bientôt ruiner tous ses efforts. Alors que les usines sont réquisitionnées pour produire des véhicules destinés à l'armée allemande, c'est Jean-Pierre, le fils de Robert, qui reprend les rênes de l'entreprise. Je sais que pendant la guerre, ils ont été parfaits, comme on pouvait l'attendre d'ailleurs, de gens de l'Est. Car il faut bien comprendre que les Peugeot sont des hommes de l'Est, des hommes qui ont été soumis tout au cours de cette affaire à tous les problèmes qu'il y a pu y avoir entre la France et l'Allemagne dans les périodes les plus difficiles comme dans les périodes plus calmes. Et on sait que pendant la guerre de 39-45, alors que d'autres constructeurs étaient en train de faire des obus et des canons pour l'occupant, eux ne pouvaient pas parce que leur machine, comme par miracle, était tombée en panne et donc s'était reconvertie à leurs activités traditionnelles non guerrières. Sochaux est bombardé en 1943 par la RAF, faisant 125 morts dans l'usine et 270 dans la population. En 1945, l'usine ne compte plus que 4 500 salariés contre 16 000 avant la guerre. Il faut d'urgence s'atteler à la reconstruction. Jean-Pierre Peugeot, centralien comme son père, réussit à produire des 202. Il sera le symbole de la reconstruction des usines. Mais il va surtout être l'artisan du renouveau de la marque grâce à un modèle que ses ingénieurs et lui ont préparé en secret pendant l'occupation.
Je suis à bord d'une 203 cabriolet. Cette voiture a été conçue, on peut le dire, au nez à la barbe de l'occupant pendant la guerre. Elle a vu le jour en 1948 au Salon de Paris. Pendant la guerre, évidemment, les voitures particulières n'avaient pas d'intérêt pour l'occupant. L'usine tournait vraiment au ralenti. Le sabotage de l'intérieur venait compléter les quelques bombardements qui ont eu lieu de l'extérieur. D'ailleurs, plusieurs directeurs de l'usine sont allés malheureusement en déportation. Le stade Bonal, qui est le stade de football qui jouxte l'usine, porte le nom d'un des directeurs de l'usine, malheureusement déporté et mort en déportation. Alors cette voiture est effectivement la renaissance de la marque après-guerre, avec, il faut dire, beaucoup de variantes. La berline, bien sûr, mais des décapotables, des cabriolets, mais aussi des découvrables, ou alors des véhicules plus utilitaires, des breaks, et des véhicules très utilitaires avec des carrosseries en bois. Bref, de nombreux véhicules à partir de la 203, modèle unique, mais finalement très variés. La petite dame, vous pouvez pas faire attention? Oh, c'est malin, ça m'apprendra à laisser le volant. Tu crois que c'est par maladresse? J'ai fait exprès de m'arrêter au poil contre la barrière. Ben voyons, tu as fait aussi exprès de te faire recaler à ton permis. J'étais recalé pour le code. Pas pour la conduite. D'ailleurs, l'examinateur m'a dit que je conduisais mieux que toi. Toi, tu conduis mou. La 203 était une voiture qui avait pris un air un peu américain après-guerre et qui avait une carrosserie, une coque autoporteuse. Cette technique un peu particulière lui a conféré certainement beaucoup de robustesse, assez légendaire, beaucoup de solidité, de fiabilité, et a permis également d'avoir une découpe particulière pour des véhicules qui accompagnaient le Tour de France. La 203 a permis vraiment à Peugeot de se développer après-guerre, on peut le dire, avec plus de 700 000 exemplaires, ce qui commence à être un volume vraiment industriel. La 203 marque une rupture de style certaine avec les autos qui l'ont précédée, puisque certains lui trouvent des ressemblances avec la Lincoln Zephyr américaine. À la Libération, le plan Ponce organise la marche vers la motorisation de masse de la société française. À chaque constructeur revient la production d'un modèle unique. Pour Renault, la 4 chevaux, pour Citroën, la 2 chevaux, pour Panhard, la Dyna et pour Peugeot, la 203. Cette voiture va constituer jusqu'en 1960 l'unique modèle de la marque, ce qui serait bien sûr inconcevable aujourd'hui. Tout comme la 205, 40 ans plus tard, elle fait figure de modèle miracle dans l'histoire de l'entreprise. Dans l'après-guerre, la 203, préparée pour la compétition par Émile Darlmatt, s'illustre dans de nombreux rallyes, notamment celui de Monte-Carlo, mais aussi dans l'épreuve d'endurance Redex en Australie. Des voitures de série. Leur performance au cours de l'épreuve Redex de 1954 est un hommage aux standards élevés auxquels l'industrie automobile géante a amené ses produits. Dans l'aventure terrestre la plus épuisante, la plus passionnante de l'histoire mondiale de l'automobilisme. Jean-Pierre Peugeot, qui avait repris le flambeau de son père Robert, et souhaite avec la 403 assurer une vraie continuité, notamment avec des valeurs de sérieux et de robustesse. La 403 est un véhicule qui innove par son style, et notamment par la collaboration avec Pininfarina, qui donnera dans les années 60 et 70 un style Peugeot à la fois élégant, dynamique et qui ne se démode pas. Cette 403 sera produite à plus d'1 million d'exemplaires. Enfin, on peut dire que cette voiture a été vraiment choisie par Peter Falk, c'est-à-dire l'inspecteur Colombo, qui a préféré ce véhicule élégant à la grosse berline américaine qui lui était proposée pour la série télévisée. À l'instar de la 203, la 403 se déclinera dans de nombreux modèles, toutes formes de carrosserie, et cela a fait le succès de cette voiture, notamment des breaks, des limousines, enfin bref, tout un ensemble de véhicules qui parcourront le monde entier et qui illustreront la robustesse de la marque. Avec ce modèle, Peugeot innovera encore en lançant en 1959 le premier véhicule de série équipé d'un moteur diesel qui fait d'emblée la joie des chauffeurs de taxi parisiens.
La 403, grâce à sa ligne ponton et à son indéniable élégance, inspire de nombreux carrossiers. La DS apparaît à peu près en même temps que la 403. Si cette dernière se veut l'apanage d'une certaine bourgeoisie, la DS, elle, a une image décalée et avant-gardiste. En ces temps reculés, le cœur de l'automobiliste français est résolument Citroën, Renault ou Peugeot. La famille française type des 30 Glorieuses est fidèle à sa marque en matière automobile, notamment à cause du rapport étroit entre le conducteur et son garagiste, car la voiture, à cette époque, réclame un entretien très régulier. C'est dans ces années 50, avec la 403, à laquelle succédera la 404, que se forge l'image de sérieux de la marque. Peugeot se concentre alors sur une clientèle plutôt aisée. Forte du succès de la 403, la marque met immédiatement en chantier la Peugeot 404. On fait toujours appel pour la robe à Pininfarina, qui signera là une réalisation empreinte de discrète élégance qui siera au futur propriétaire peu enclin à tomber dans l'extravagance d'une DS. Ce modèle dépassera lui aussi le million d'exemplaires vendus et contribuera à asseoir fortement la réputation et l'équilibre financier de l'entreprise. C'est presque comme par enchantement qu'est apparu en ce lundi de printemps sous les ombrages tout neufs du Pré-Catelan en fleurs un nouveau modèle automobile, dernier né d'une lignée prestigieuse, la 404. Tout ce que la presse française et étrangère compte de journalistes, de photographes et de chroniqueurs était convié par la Société des automobiles Peugeot à célébrer cette naissance, prélude au lancement concessionnaire prévu 2 jours plus tard. Comme il se devait, dès la première heure, la direction générale et les responsables des différents services étaient là. Nous avons reconnu, au hasard de la caméra, M. Roland Peugeot, M. Antoine Peugeot. La 404 fera une très longue carrière, notamment grâce à sa légendaire robustesse. Cette étonnante 404, qui a l'allure d'un bathyscaphe sur roue, battra 40 records du monde sur 24 heures à la vitesse moyenne de 161 km/h. Jusqu'au milieu des années 60, Jean-Pierre Peugeot mène le groupe et la famille vers les sommets. Mais en 1964, pour cause de maladie, Jean-Pierre Peugeot cède la présidence à Maurice Jordan, premier dirigeant qui ne fait pas partie de la famille. Le lancement de la 204 marque un tournant dans l'histoire de la marque. L'offre se diversifie, on ne se contente plus seulement de remplacer un modèle vieillissant par un plus récent, on essaye de combler les vides qui peuvent exister entre les différents modèles, à l'instar de ce qui se pratique aujourd'hui. Apparue en 1968, la 504 est dessinée par Pininfarina. Nous sommes à bord d'une 504. C'est une voiture qui a eu un développement international vraiment extraordinaire, vendue à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est une voiture qui s'est produite très longtemps, elle était robuste et sa production a duré jusqu'à l'an 2000 pour l'Argentine et même 2005 au Nigeria. Cette robustesse s'appuyait aussi sur des qualités techniques modernes, 4 roues indépendantes, c'était une nouveauté, et puis 4 freins à disque assistés. Alors, sa carrière internationale a aussi été illustrée par de nombreuses victoires en rallye, un peu partout, en Afrique notamment, Maroc, Côte d'Ivoire, Kenya, East African Safari. Ils sont très nombreux avec des pilotes comme McKinnon et Jean-Pierre Nicolas. Cette équipe Peugeot qui était vraiment spécialisée à l'époque uniquement dans les rallyes africains, dans style le Maroc, le Kenya, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Peugeot, c'était pas des bêtes de course, mais c'était des voitures comme les voitures de série à l'époque, qui étaient très solides pour l'Afrique, qui marchaient très bien en Afrique, qui avaient une grosse réputation en Afrique. Et d'ailleurs, le rallye était l'occasion de mettre en valeur les qualités routières et de fiabilité des Peugeot sur des terrains particulièrement difficiles. Et le point fort, c'était justement la suspension. Alors sur des routes particulièrement défoncées, avec les Peugeot, on passait en coupé, on pouvait passer sur des passages très très mauvais sans lever le pied, et on voyait souvent les autres qui étaient arrêtés au bord des routes en train de changer des amortisseurs. On avait toujours des représentants de la famille qui venaient. C'était à cette époque-là, c'était plutôt la branche Roland Peugeot avec Jean-Philippe qui venait nous voir régulièrement sur les rallyes africains. Une belle carrière internationale qui a également été complétée par les magnifiques coupés et cabriolets designés par Pininfarina. Coupé cabriolet 504, je crois que beaucoup de gens
les considèrent comme des voitures vraiment mythiques par la qualité du style. Pour la petite histoire, on dit que les équipes de stylistes ont été inspirées pour les phares par une actrice italienne très célèbre et très belle, et aux yeux tout à fait extraordinaires, Sophia Loren. Une version utilitaire sur la base de cette 504 donnera le J7, bien connu des artisans et des déménageurs. En 1973, sous l'impulsion de Jean-Pierre Peugeot et de Maurice Jordan, le groupe est devenu un véritable constructeur généraliste qui emploie 71 000 personnes et dont la production annuelle approche les 600 000 véhicules, contre à peine 220 000 en 1960 et 62 000 en 1950. Mais des jours difficiles approchent. Octobre 1973, premier choc pétrolier. En quelques mois, les immatriculations de voitures neuves chutent de 9% en France, de 21% en Italie et en Grande-Bretagne et de 44% en Allemagne. En 1974, Michelin, dont dépend Citroën, vient frapper à la porte de Peugeot. Citroën va mal et Michelin n'a plus les moyens de soutenir sa filiale. Peugeot cède aux sirènes et se fiance avec Citroën. Mon prédécesseur, François Gauthier, était rentré chez Peugeot en 1930, donc il connaît l'entreprise sur le bout du doigt. Et il sait que Peugeot, pour garder son indépendance, doit grandir, et grandir vite. Et en 1974, il prend une initiative audacieuse, qui est de prendre le contrôle de Citroën, en plein accord avec l'actionnaire familial et de façon amicale. Mais c'est audacieux parce que Peugeot et Citroën, c'est l'eau et le feu. Peugeot, c'est l'entreprise provinciale, familiale, le pays de Montbéliard, la robustesse des modèles, la qualité qui ne se discute pas. Citroën, c'est Paris, c'est l'entreprise flamboyante, la 2 chevaux, la DS, la SM Maserati, tout les sépare. Et pourtant, François Gauthier fixe un carnet de route très clair et simple. Les deux sociétés vont coexister sur un pied d'égalité. Les marques seront conservées, les réseaux commerciaux seront conservés, et les sociétés feront ensemble tout ce qu'elles peuvent faire pour réduire les coûts, mais sans porter atteinte aux images de marque. Et il me confie en 1975 cette direction. Et nous nous mettons tout de suite au travail. C'est évidemment passionnant, puisqu'il s'agit de faire les fondements du nouveau groupe. Et c'est là que l'on prend des décisions très importantes, qui sont de créer des moteurs communs à Peugeot et à Citroën, des boîtes de vitesse communes. C'est là qu'on décide, à ce moment-là, qu'on décide d'abandonner le moteur rotatif dont rêvait Citroën, que l'on décide aussi de donner la priorité au diesel, parce que nous croyons beaucoup à l'efficacité du diesel. Le groupe PSA devient le premier constructeur français. À contre-courant de la conjoncture, Peugeot met sur le marché la berline 604, qui ne rencontre qu'un succès mitigé, 20 litres au 100 oblige. Cette acquisition de Citroën ne se fait pas sans mal, et Peugeot mettra du temps à la digérer. Alors, pour contrer la crise, Peugeot opte pour une stratégie opposée et sort la petite 104. La voiture est un honnête succès, mais ne permet pas vraiment à Peugeot de rebondir. Pire, Peugeot va prendre une décision qui va peser sur sa santé économique et financière pendant longtemps. La marque au Lyon rachète les 3 filiales européennes de Chrysler, Simca en France, Sunbeam en Angleterre et Chrysler Espagna. Le constructeur annonce dans la foulée la renaissance de la marque Talbot. En 1978, une nouvelle opportunité se présente qui avait aussi été suscitée par François Gauthier. Il avait pris contact avec Chrysler quand il était président pour tenter de racheter Chrysler Europe. Ça n'avait pas eu de suite à l'époque. Et en 1978, Chrysler, qui est déjà en très grave difficulté financière, reprend contact avec nous
Et les négociations reprennent, auxquelles participe d'ailleurs François Gauthier et évidemment la famille représentée par Pierre Peugeot. Et ça débouche à l'été 1978 sur la reprise de Chrysler Europe par Peugeot. Et en l'espace donc de 4 années, le groupe qui représentait 6% du marché européen passe à 12% avec la reprise de Citroën et pratiquement 18% avec la reprise de Chrysler Europe. Et devient le premier groupe européen. Tout ça est salué avec un certain enthousiasme, mais nous savons que les difficultés sont devant. Et d'ailleurs, je suis approché quelque temps après par le nouvel économiste qui me dit que j'ai toute chance d'être élu manager de l'année, et je refuse cette distinction, précisément parce que je sais que le plus dur reste à faire. Si le groupe a assez bien passé l'obstacle du premier choc pétrolier de 1973, il ne va pas en être de même pour le second en 1979. Les efforts consentis pour remettre à niveau les usines Chrysler, la faible notoriété de Talbot, une certaine confusion dans l'esprit du public et ce second choc pétrolier que Peugeot prend de plein fouet auront raison de cette tentative. La marque n'a pas vraiment de modèle phare dans le segment des petites voitures. Nouveau coup dur pour la famille Peugeot, le programme commun de la gauche pour les législatives prévoit la nationalisation du groupe Peugeot. Ils sont 3e sur la liste des entreprises nationalisables. Heureusement pour la famille, la gauche ne remporte pas les élections. En 1981 et en 1982, les pertes s'alourdissent et les parts de marché de Peugeot reculent dangereusement. Le groupe est pris dans une tourmente qui fait vaciller l'édifice. Peugeot va mal, très mal. La situation a été terriblement compliquée car l'endettement représentait 10 fois les fonds propres. Et à ce moment-là, l'entreprise était en perte et les banquiers n'avaient pas très envie de continuer à faire des crédits. Les difficultés et pourquoi est-ce que la marque Talbot n'a pas été conservée, c'est parce que nous avons manqué de temps. En 1979 arrive le second choc pétrolier, qui évidemment est lourd de conséquences pour l'industrie automobile. Et en même temps, je vois arriver l'élection présidentielle et les conséquences négatives qu'elle peut avoir sur l'économie française et sur les entreprises. C'est-à-dire l'augmentation du coût salarial de plus de 20% et le blocage des prix des voitures. Peugeot a perdu de l'argent et beaucoup d'argent. Ce que l'on sait moins, c'est que dans la même période, Renault, qui n'avait pas connu de fusion, etc., a perdu 4 fois plus d'argent. En ce début des années 80, c'est la dégringolade. Une part de marché qui s'effondre, un déficit qui se creuse, sans oublier un gros conflit social dans l'usine de Poissy en 1983. Pendant les années 70, la famille a laissé une grande partie des bénéfices dans l'entreprise. Cela permet au groupe de faire face aux pertes de cette décennie 80. Il faut dire qu'à l'époque, personne d'autre ne mettrait un sou dans PSA. De 1980 au début des années 90, la famille ne va toucher aucun dividende. Parallèlement, 10 ans après le rachat, Peugeot ne réussit toujours pas à faire la preuve de la pertinence de sa fusion avec Citroën. Par manque de moyens et de conviction, la marque laisse même passer une opportunité industrielle. Elle refuse à cette époque de produire l'Espace, imaginé par Philippe Guédon de Matra. Elle laisse à Renault le lancement du monospace et son succès. En 1983, Jean Boileau préside à la naissance de la 205. La famille Peugeot et Jacques Calvet, qui a succédé à Jean-Paul Parère, fondent de grands espoirs sur la petite dernière. Elle fait même figure de voiture de la dernière chance, car en ce début des années 80, Peugeot se débat dans les déficits. Dessinée par Gérard Velter et par Paul Braque pour l'intérieur, elle a en ligne de mire la Golf. Mais vraiment, à l'époque, c'était la voiture de la dernière chance.
Je me rappelle encore des mots de Jean Boileau, responsable de la marque à l'époque, qui, venant nous voir et nous visiter, me dit très calmement, « Vous savez, Gérard, si on rate cette voiture-là, on est mort. » Vous dire l'importance de l'enjeu, la pression sur l'équipe, la rage de réussir. Un constructeur sort ses griffes. La 205, c'est plus qu'une voiture, c'est un nouveau concept. Et je dirais que c'est une totale rupture par rapport à son prédécesseur, la 104, qui était une bonne voiture, mais un peu palote et qui n'avait absolument pas fait le poids face à la R5. Les Peugeot, traditionnellement, étaient étroites et plutôt longues pour des raisons d'économie. Et là, nous avons décidé de faire une voiture plutôt large et courte pour donner du confort au conducteur et à son passager. Deuxièmement, c'est une rupture au niveau de la motorisation. À l'époque, Peugeot avait un peu une image un peu vieillotte de voitures pépères, la 404, la 504, qui étaient des voitures pépères. Et là, nous décidons de faire une voiture qui pourra accueillir de nombreuses motorisations pour répondre aux attentes de clientèle différentes et en particulier pourra accueillir les nouveaux moteurs. Présenté au public le 15 février 1983, le succès est immédiat. En l'espace de 2 ans, plus d'1 million d'exemplaires sont vendus. Parallèlement au succès commercial et sportif de la 205, Jacques Calvet, le PDG, va contribuer au sauvetage financier de PSA tout en permettant à la famille Peugeot de garder son indépendance. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Ah, j'arrivais en même temps que la 205. J'arrivais en même temps que beaucoup de grèves, notamment à Poissy, qui ont été des grèves difficiles et une nécessité de licenciement et pas seulement de réduction d'effectifs par des moyens plus convenables que le licenciement. Mais la 205 a été pour nous, je dirais, l'essentiel du redressement de la maison, du groupe, et je n'y étais pour rien. Cette voiture que je conduis, ou plutôt que je pilote, c'est une des dernières 205 GTI, 1,6 litre 130 chevaux. C'est le véhicule emblématique du dynamisme de la gamme 205. La 205, c'est vraiment la voiture qui, à l'instar de la 201 et de la 203, a permis d'ouvrir une nouvelle période de déploiement, de croissance, après un moment difficile, celui de la reprise des filiales européennes de Chrysler et celui de la deuxième crise du pétrole. Alors, cette voiture, la 205, avec toutes ses variantes, elle a véritablement été le catalyseur du succès de Peugeot dans les années 80. Les versions étaient très nombreuses. Il y avait aussi les petites 205 diesel qui nous doublaient sur les autoroutes. Plus de 5 millions d'exemplaires pour cette voiture. Madame Chirac, paraît-il, aurait déclaré dans sa déclaration de capital une 205 de 1984. Comme quoi cette voiture a vraiment une valeur durable. Lorsqu'on fait la 205, qui est une voiture importante pour Peugeot, on fait une voiture vraiment complètement révolutionnaire pour l'époque. Très douce, très ronde, très liée, mais très séduisante. Et la face avant de cette voiture possédait à l'origine qu'une seule ouverture de refroidissement dans la partie supérieure. Et Roland Peugeot, voyant ça, nous dit, écoutez, vous êtes peut-être trop en avance avec ça. Striez un peu plus, découpez un peu plus pour que ça ressemble un peu à une calandre
Et je pense que là, vous aurez la bonne solution. On l'a écouté, on a fait la calandre de la 205 et tout le monde était satisfait. Et ça a été le succès que l'on connaît. Et ça a permis à la marque de toucher les jeunes. Puis autre chose qui me semble très important, c'est de toucher les femmes. Chose qui était impensable chez Peugeot dans les années précédentes. Puisque la Peugeot, c'était une voiture pour les hommes, tout en respectant les femmes, mais certainement les femmes n'avaient pas la vocation de conduire dans la tête des responsables de Peugeot à cette époque-là. La révolution culturelle commence. Désormais, chez Peugeot, les femmes sont des clientes à part entière. On rêve de voitures et on fait partager nos rêves avec le public. Si les gens rêvent avec nous, c'est gagné. Et je ne voudrais pas évidemment oublier le modèle sportif ultime, la 205 Turbo 16, 2 fois champion du monde des rallyes, avec des pilotes très connus, emblématiques. C'est Vatanen qui reste peut-être dans les mémoires comme étant le plus connu, même s'il n'a pas été champion du monde à ce moment-là, avec la 205. Fin 82 ou mi-82, M. Boileau a demandé à Jean Todt de créer un véritable service compétition, ce que Jean Todt a fait, en mettant sur pied une très grosse structure, avec pour objectif d'être champion du monde des rallyes en 85 et 86, tout ça coïncidant avec l'arrivée de la nouvelle voiture qui était la 205. Alors cette 205, la voiture de série a été une excellente voiture, elle a vu le renouveau de Peugeot, et en parallèle, l'idée géniale, ça a été de faire une voiture de course destinée à la compétition, 4 roues motrices, un moteur turbo à l'arrière, placé centralement à l'arrière. Et ça a été la bête de... les gens qui l'ont pensé, c'est-à-dire les gens de Peugeot, Jean Todt, les gens de Peugeot, les gens des bureaux d'études du groupe, ont pensé cette voiture pour en faire la bête de rallye. Et ça a été la bête de rallye des années 85 et 86, avec 2 titres de champion du monde, pilote et constructeur, en 85 et 86. Je suis très impressionné par la cohésion de l'équipe réunie autour de Jean Todt. On est parti de la base d'une 205 et puis à partir de là, on a voulu faire une voiture de course. C'est le résultat du travail de beaucoup de monde, d'heures passées sur les planches, dans les bureaux d'études, dans les ateliers, nos mécaniciens la nuit, tout ça. Et puis enfin, on est sur le terrain et puis on se rend compte que ça marche pas mal. Quel est l'enjeu pour Peugeot? L'enjeu pour Peugeot, c'est de commencer, c'est de se réintégrer dans la compétition sur route à haut niveau. C'est donc un enjeu extrêmement important. Jean Todt a recruté à l'époque les meilleurs ingénieurs, les meilleurs pilotes, puisqu'on a vu Vatanen, Kankkunen, Salonen passer dans l'équipe et ça a été le grand renouveau du sport automobile chez Peugeot. La famille a toujours été présente dans les années récentes de la compétition. Régulièrement, Éric Peugeot et Jean-Philippe étaient présents avec nous très souvent. Et Jean-Philippe, d'ailleurs, a même couru avec nous. On lui a confié une année un coupé 406 en circuit pour faire de la compétition. Donc, un intérêt réel de la famille avec Christian Peugeot qui coiffe aujourd'hui la communication et qui nous aide, qui a bien aidé Peugeot dans le développement de l'image en matière de compétition. Le métier de l'automobile est extraordinaire. Transformer 1000 kilos d'acier, de plastique, de textile, de caoutchouc en un être vivant, c'est pour un homme donner naissance. Ce qui nous est malheureusement interdit par la nature. Il fallait à l'époque 4 ou 5 ans entre le premier coup de dessin et la sortie commerciale d'une voiture. Et que cette voiture vivait à peu près 8 ans. Donc il fallait prévoir un peu à l'avance, 13 ans, 15 ans à l'avance,
que ce que seraient les goûts des clients, la concurrence des autres constructeurs, etc. Il ne faut pas avoir raison trop tard, parce qu'on est complètement dépassé. Mais il ne faut pas avoir raison trop tôt. Sur le véhicule électrique, moi j'ai dépensé avec un des garçons les plus titrés et les meilleurs de l'entreprise Elmer, 600 millions de francs, trop tôt, pour faire des véhicules électriques. Est-ce que Peugeot aime faire des audaces, des grands coups médiatiques? C'est pas tellement évident, c'est pas leur genre. Par contre, lorsqu'ils lancent quelque chose, c'est avec une grande certitude de bien le faire. Si bien que lorsqu'ils ont des échecs, c'est mal ressenti. Nous étions aperçus un peu tard que la 605 était trop proche de la 405. Et donc il y avait une espèce de cannibalisation qui ne pourrait pas ne pas se produire. D'autre part, on m'avait dit qu'on maîtrisait parfaitement l'électronique, alors que j'ai dû constater que ça n'était pas le cas, mais j'ai dû le constater comme les clients. « 64 ans après avoir inventé le concept du coupé cabriolet avec l'Eclipse, Peugeot renoue avec cette tradition familiale et propose au public la Peugeot 206 CC à toit rétractable. Le succès est immédiat. La Peugeot 206 WRC marche sur les traces de son illustre aîné, puisqu'elle finira championne du monde des rallyes en 2000. La 206 devient la voiture française la plus vendue en Europe. Pendant toutes ces années, noir d'abord, de renouveau ensuite, c'est Pierre Peugeot qui fait office de chef de clan. Sous sa houlette, l'actionnariat familial de PSA est resté fidèle à l'entreprise, même aux heures les plus sombres. La 406, cette berline familiale sortie en 1999 et dessinée par Pininfarina, sera bientôt suivie d'un coupé dessiné par le même designer, une sorte de Ferrari 456 en réduction. Mais ce qui fera la notoriété mondiale de la 406, c'est le rôle majeur qu'elle joue dans la saga des films Taxi. Le début du XXIe siècle ne déroge pas à la tradition familiale. Et les 200 membres de la famille Peugeot persistent dans leur volonté de demeurer un industriel de l'automobile. Et surtout de le faire en toute indépendance. Pierre Peugeot vit alors comme un traumatisme les rumeurs qui circulent sur les velléités de certains membres de la famille de vendre leurs titres. C'est lui qui va être à l'origine d'un programme de rachat d'actions qui va conduire à renforcer le poids de la famille dans le groupe. Dans cet univers automobile très masculin, l'entreprise fait, elle aussi, sa révolution culturelle. Pour la première fois en 200 ans, une femme est nommée à la vice-présidence du conseil d'administration. En mai 2007, Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République, a innové en descendant les Champs-Élysées à bord d'une Peugeot 607 limousine, appelée Paladine. Une carrosserie spéciale à toit rétractable, imaginée et réalisée par l'artisan Euliez, l'intérieur ayant été confié à Hermès, qui a conçu une sellerie bicolore spécifique. Nous sommes dans une 607 un peu particulière. C'est la 607 Paladine. Cette voiture a été prêtée pour l'intronisation du nouveau président de la République en 2007. Cette voiture, la 607 Paladine, a effectivement été demandée, non pas en tant que telle, mais la demande de l'Élysée, c'était « prêtez-nous une voiture décapotable pour le nouveau président de la République ». Les autres constructeurs à qui la demande avait été faite se sont proposés de prêter des voitures, mais à organiser, tout était à faire, la carrosserie était à couper. La nôtre était déjà toute prête, et donc elle a pu être utilisée à bon escient par la présidence. À une époque, Peugeot était une marque qui était réputée pour sa qualité de fabrication, sa qualité de robustesse, etc. Aujourd'hui, certainement, on lui accorde des valeurs de modernité, des valeurs d'audace, des valeurs de dynamisme, et être dans son époque et d'anticiper. Je suis toujours impressionné par la capacité d'une famille, génération après génération, à rester unie pour le développement de l'entreprise. Ce n'est pas une famille qui fait du bruit, ce n'est pas une famille spectaculaire, on la voit peu apparaître. Je sais qu'ils sont particulièrement unis à l'entreprise
non seulement par leur nom, mais par le fait que chaque fois qu'ils reçoivent un dividende, ils le reconvertissent en actions PSA. Peugeot, Peugeot, c'est vraiment une affaire de famille et de grande famille. La famille Peugeot est l'une des dernières familles régnantes de l'automobile, avec les Kant en Allemagne, propriétaires de BMW, la famille Porsche ou les Agnelli avec Fiat. Aujourd'hui, sous l'autorité de Thierry Peugeot, président du conseil de surveillance, cette entreprise a vu se succéder 7 générations de Peugeot. La marque est indéfectiblement associée au patronyme de ceux qui la dirigent depuis si longtemps, la famille Peugeot, qui détient plus de 30% des actions et près de 45% des droits de vote. Leur légitimité semble constituer aujourd'hui une alternative à la bourse et aux fonds de pension. Ce modèle de gestion est probablement l'un des secrets de la pérennité de l'entreprise et de la famille. Alors la famille serait-elle l'ultime valeur refuge, l'alternative aux grands groupes désincarnés, un modèle de capitalisme pour les années à venir ?